quelques minutes, tous ensemble, on attaque la partie débat de ce soir. Ça a été déjà évoqué de manière transversale, en tout cas par Marin, dans ses résultats en début d'émission. Il y en a un, il y a un ogre, un Hulk, comme l'a titré l'équipe, qui a tout raflé sur son passage après un coup de folie, comme tu le disais. Tadej Pogačar, champion du monde ce dimanche de la course en ligne masculine. La petite question de ce soir, qui a été retenue en tout cas par l'équipe à la majorité, je fais des votes moi sur les groupes, c'est ce sacre-là, est-ce que ça fait que Tadej Pogačar, est-ce qu'il a encore des choses finalement à jouer dans sa carrière, ou est-ce qu'à 26 ans, il a déjà un peu plié le milieu? Alors, tout de suite, on a fait la comparaison, et on va la faire constamment, j'imagine, cette comparaison avec Eddy Merckx. Est-ce que pour vous, c'est sûr et certain que Pogačar a encore de belles et grandes choses à faire dans le cyclisme? Oui, ça hoche. Ça hoche, mais il va falloir se lâcher. Ouais, qui veut. Moi, ça ne me dérange pas de commencer. Voilà, Pogačar, c'est la saison pleine qu'il réalise cette année. L'année dernière, il a été concurrencé par Vingegaard, par exemple, sur le Tour de France. Bon, cette année, c'était sans débat. Il paraissait au-dessus, mais tellement au-dessus qu'on l'a bien vu dans ce championnat du monde. Donc voilà, Pogačar a encore un bel avenir à seulement 26 ans. Et Hulk, je trouve que c'est vraiment le bon terme pour le décrire et décrire sa saison. Noé, est-ce que Pogačar, il a un peu cette image du super-héros du cyclisme moderne? Ouais, clairement, en tout cas, c'est ce qu'il donne à voir. Et effectivement, à son jeune âge, il a déjà une armoire à trophées qui est bien remplie. Et ouais, je pense que il a montré que c'était déjà un grand du cyclisme et qu'il avait encore sûrement de belles choses à nous montrer. Ouais, un petit étalage du palmarès comme du bonhomme à 26 ans, donc 26 ans et quelques. Donc champion du monde cette année à Zurich, il a 3 Tours de France, il a un Tour d'Italie, il a 26 étapes de Grand Tour, il a notamment 8 maillots de classement annexe dans ses Grands Tours, il a déjà gagné 6 monuments, il en reste 2 sur les 5 à son palmarès, on va peut-être en revenir, c'est peut-être ça justement qui manque à Pogačar. Il a aussi à côté 2 Strade Bianche, une Amstel Gold Race, une Flèche Wallonne ou encore 2 Grands Prix de Montréal, avec le deuxième gagné il y a pas si longtemps que ça. Et puis même au niveau national, il a déjà assuré, il a pris le maillot de champion de Slovénie en course en ligne et au contre-la-montre. Du coup, si on devait un peu rebondir sur qu'est-ce qui manque à cocher à Pogačar, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, Marin? T'as un truc Ouais, c'est vrai que Pogačar, on a le sentiment qu'il court plus face à ses adversaires aujourd'hui, qu'il court face à l'histoire, face à Eddy Merckx ou Bernard Hinault, puisque c'est clairement face à ce genre de légende du cyclisme qui s'affrontent. C'est vrai que Merckx, au même âge que Pogačar, il avait gagné 9 monuments. Pogačar en a gagné 6. Ce qui manque clairement à Tadej Pogačar, c'est gagner un Paris-Roubaix. On sait que c'est la course la plus difficile à gagner pour les profils qui sont plutôt grimpeurs comme Pogačar, mais Pogačar, il nous a prouvé, il a gagné le Tour des Flandres, il est capable de s'imposer sur ce genre de classique-là. Il a dit qu'il y viendrait peut-être. Donc pour moi, ça reste peut-être la course la plus importante à aller chercher. Et puis il y a aussi évidemment les records qui sont très importants dans le cyclisme. Les 5 Tours de France, c'est un record qui n'a jamais été battu. Il y en a 3, il peut clairement aller battre ce record-là. Gagner les 3 grands tours, il lui manque la Vuelta encore, ça ce sera pas très compliqué à aller chercher. Et puis gagner les 5 monuments, comme on l'a dit, il manque Paris-Roubaix, mais s'il va chercher Paris-Roubaix, il est de la classe de Merckx, Dino. Ouais, effectivement. Alors je reprends, j'ai revu passer un article du journal L'Équipe, toujours d'Alexandre Ross, qui lui aussi parlait de Paris-Roubaix comme la course manquante à Pogačar. Pogačar qui avait dit, il me semble, vous me verrez sur Paris-Roubaix en mars dernier, mais qui ne s'était pas aligné, qui avait préféré se consacrer aux Ardennaises à ce moment-là. Mais ce côté Paris-Roubaix, en plus, on parle du côté local, comme on est quand même dans le nord à Lille, il y a quand même cette dimension où tu as beau être le plus fort du monde, Paris-Roubaix, c'est peut-être la course où t'as beau être le plus fort, t'es pas sûr de gagner, et loin de là. Est-ce que pour vous, les pavés, ça va être peut-être la course pour lui la plus dure à gagner, justement, à l'avenir? Probablement, oui, je pense, parce que c'est vraiment, ça demande une polyvalence en fait, Paris-Roubaix, et c'est pas, ça s'appelle l'enfer du Nord, ça s'appelle pas l'enfer du Nord pour rien, donc c'est vrai qu'il a jamais essayé encore Paris-Roubaix, et c'est un véritable défi pour lui à l'avenir, je pense. Lui-même, il affirme qu'il veut être le meilleur coureur de l'histoire, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, son plus grand adversaire, c'est lui-même, et ce week-end, il a vraiment frappé un énorme coup, et
il a un peu plié le game, mais pas encore totalement. Mm. On peut aussi mentionner les Jeux Olympiques. Il a eu le bronze à Tokyo il y a 3 ans. Il avait déclaré forfait à Paris, juste après le Tour de France, mais c'est vrai qu'à Los Angeles, il peut viser l'or. Donc ça peut être un objectif pour lui aussi à l'avenir. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait pas aussi considérer, je pose la question, hein, bien sûr, je sais pas quoi penser, mais est-ce que les Jeux Olympiques sont pas plus compliqués à gagner que Paris-Roubaix par cette notion de périodicité, par cette question de parcours totalement urbain qui va dans le globe à des endroits où jamais normalement tu organises de courses cyclistes, dans les rues de Paris, là ça va être Los Angeles, et j'ai pas du tout idée du parcours de Los Angeles sincèrement. Et du coup c'est aussi la vraie dimension surprise, alors que Paris-Roubaix on sait un peu déjà à quoi s'attendre. Si je l'imagine un cycliste aguerri s'entraîne et connaît les pavés, sait gérer les pavés, peut-être qu'il a un avantage. Est-ce que, je pose la question, est-ce que les Jeux Olympiques peuvent aussi concurrencer ce Paris-Roubaix et ces pavés du Nord? En cyclisme, les Jeux Olympiques, c'est quand même moins coté que les monuments. Ouais. Après, c'est vrai que le parcours fera beaucoup de choses. Si c'est un parcours tout plat, tout Pogačar qu'il est, on le voit mal aller gagner au sprint face à des Philipsen ou des grands sprinteurs comme ça. Et encore. On ne sait jamais. Moi, j'aimerais juste revenir sur une déclaration qu'a fait Eddy Merckx devant la course des championnats du monde, où il a dit de Pogačar, c'est évident qu'il est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France, mais ce soir, il n'y a plus de doute. Donc, entre Pogačar, entre Poggi et Eddy, la bataille est lancée, quoi. Ouais, après, en nombre de victoires, on est aussi très très loin du compte, en tout cas, et jamais personne pourra égaler Eddy Merckx. Mais est-ce que du coup, ça peut aussi permettre de s'imaginer à quel point Pogačar est haut dans le niveau du cyclisme mondial et historique par rapport à la concurrence qu'il a? Est-ce que vous jugez que les victoires de Pogačar sont d'autant plus belles lorsqu'à côté il y avait un Van Der Poel, un Evenepoel, un Vingegaard qui étaient dans sa roue, qui sont pas quand même des moins que rien, il me semble. Bon, je sais pas. Peut-être que je sais pas. Noé, peut-être qu'il a un problème contre les Danois. Je fais exprès. T'as vu, je te titille. Non, j'ai aucun problème contre les Danois. Effectivement, la concurrence elle est belle. Et à vrai dire, le cyclisme, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc, je suis pas à fond là-dessus. Pas de problème. Mais en tout cas, tout ce que je peux en dire, c'est que ils sont dopés. Wow, la pente glissante pour moi. Non. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. C'est pas mal. Alors du coup, peut-être pour finir, si on devait un peu s'amuser, j'avais listé aussi donc les Jeux 2028, 2030 c'est peut-être un peu long. J'avais listé les Jeux 2028, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, puisqu'il a fait 3 participations. Pour l'instant, il fait 5e, 4e, 3e, il se rapproche. Mais c'est pas encore gagné. La Vuelta et même les championnats d'Europe que j'avais mis de côté. Si vous êtes dans la peau de Pogačar, que vous deviez hiérarchiser ces 5 courses-là, laquelle vous viseriez en premier, en deuxième, en troisième, par exemple? Paris-Roubaix en 1? Dans l'ordre ou en termes d'importance En termes d'importance, c'est peut-être pour, en admettant être dans sa peau, en termes d'accomplissement. Tu vois, est-ce qu'on mettrait Paris-Roubaix en 1, par exemple? Alors, Paris-Roubaix, c'est peut-être la plus prestigieuse. Après, je pense que la classique et le monument à viser en priorité, c'est Milan-San Remo. Parce que Milan-San Remo, c'est pas forcément le parcours le plus dur, mais c'est le monument qui est le plus loterie. C'est celui sur lequel on a le plus de chances où le hasard est le plus important. On sait que Philippe Gilbert, qui était un des plus grands classicman du XXIe siècle, il a gagné tous les monuments, sauf San Remo, alors que sur le papier, c'est pas le plus dur à gagner. Mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, tellement de possibilités que c'est celui, pour moi, qu'il faut gagner au plus vite. D'accord, donc toi, tu as un petit faible pour Milan-San Remo. Il y en a d'autres qui diraient autre chose, peut-être pour... Moi, j'aurais plutôt pensé à la Vuelta. Ouais, la Vuelta. Bon, c'est ce côté ouais, c'est vrai que cocher tous les grands tours, déjà, c'est assez exceptionnel. Hein, ouais, c'est sûr. Ça serait pas mal. Vuelta. Du coup, finalement, ça va. On sait qu'il peut s'attaquer un peu. Il y a Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Bon, les JO, j'avoue que dans cette liste-là, le problème, c'est que les JO, le temps qu'on y arrive maintenant... il a le temps de gagner 2-3 fois chacune des courses qu'on a citées. Mais est-ce que du coup, la Vuelta, il pourrait être davantage tenté, ou est-ce que vous pensez plutôt du coup qu'il va quand même plutôt toujours rester dans sa dynamique du Tour de France pour viser peut-être ces 5 victoires dans un premier temps? Je pense que le Tour de France a vraiment une saveur particulière pour lui. Et c'est vrai que c'est souvent son objectif numéro 1 chaque saison. Bon, là, il avait quand même marqué les championnats du monde au calendrier. Et je crois d'ailleurs que c'est historique, ce triplé Giro, Tour de France.
mondiaux. C'est la 3e fois qu'il est réalisé. On avait déjà eu Merckx en 74 et Stephen Roche en 87. Ouais, Tout à fait. très bien réalisé. Et non, après, au-delà du fait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, ça voudrait dire aussi que pour Los Angeles, il faudrait peut-être qu'ils s'économisent pour la course sur route, pardon. Ouais. Et comme il y a le Tour de France avant. Voilà. Est-ce qu'il devra sacrifier un peu le Tour de France en 2028 ? Je pense que l'avenir nous le dira. Ouais, ok. Et les championnats d'Europe, par contre, pas trop. Hein. Championnat d'Europe, quand on a gagné les championnats du monde, c'est Oui. vrai que ça vaut pas vraiment le coup. Ouais. Bah, Eddy Merckx les a pas gagnés. Donc, Ça n'existait pas à ça l'époque. n'existait d'Eddy pas. Merckx. Merci, mais c'était pas la blague. Mais c'est vrai, Mais bon, il les a pas gagnés. factuellement. Donc, C'est non. sûr. Ok, bon, on reste là-dessus. Alors, c'est pas mal. Eddy Merckx, j'avais noté 525 victoires en moins de 15 ans. Donc, oui, il y avait Pogacar qui en a quand même 86. On va peut-être pas lui en espérer. Il en avait gagné à peu près 150 au même âge, donc c'est vrai que la marche est haute quand même pour Pogacar. Ouais, c'est pas mal.